Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le maire de Paris, Bertrand Delanoë, pour son soutien personnel, l'accueil et la mobilisation de ses collaborateurs et services, sans lesquels cette journée ne se tiendrait pas. Des remerciements vont en particulier à Pascal Cherki et Colombe Brossel, qui se sont succédés comme adjoints à l'éducation et se sont fortement engagés, ainsi qu'à Jeanne Beau, leur collaboratrice, et au service du protocole. Nous sommes 450 inscrits à cette journée de travail, élus locaux, enseignants, parents, responsables associatifs et syndicaux, réunis avec la volonté de confronter nos analyses et nos expériences, nos propositions, pour déboucher ensemble sur un grand projet national pour l'enfance et la jeunesse et pour l'éducation. Nous partageons à l'évidence, à travers l'appel de Rennes, des valeurs et une conception des enjeux éducatifs qui englobent bien sûr l'école, le système éducatif, la formation, mais au-delà, les temps de loisirs périscolaires, extrascolaires. Tous les temps de l'enfant sont concernés et tous les co-éducateurs, en premier lieu les parents bien sûr. Ayant tous conscience pour avancer de la première que nous réalisons dans cette configuration et de l'opportunité sans précédent qui s'ouvre ainsi, je vous appelle à saisir pleinement cette chance et à ouvrir tous les possibles. Je vous souhaite maintenant une excellente journée de travail fructueux. Place aux contributions de Nicole Mosconi et Jean-Claude Guilbault. Merci. Je pense qu'une politique d'éducation doit d'abord et devrait d'abord à tout prix avoir une vision à long terme, c'est-à-dire de se décrocher, se décramponner de ce qu'on appelle la crise, c'est-à-dire le court terme. Et d'une certaine façon, je pense qu'il faudrait éliminer, gommer, rayer le mot crise qui nous induit en erreur. Parce que quand on parle de crise de la justice, crise de la politique, crise de la démocratie, crise de l'école, on laisse entendre qu'on vit une période un peu difficile pour des tas de raisons, manque de moyens, j'en sais rien, et qu'une fois la crise terminée, on en reviendra à ce qui était auparavant. Or, ce n'est pas le mot crise qu'il faut employer, c'est le mot mutation. On ne réformera pas l'école si on ne réforme pas d'abord les mécanismes qui permettent à une société de faire une place à ses jeunes, à sa jeunesse. Tant qu'on aura un chômage de 25% ou de 20% chez les jeunes, comment voulez-vous que l'école soit attirante et soit motivante? Le deuxième axe sur lequel il faudrait insister, parce que c'est une vérité qu'on ne dit pas assez, il faut décloisonner l'école. L'école ne peut plus vivre fermée sur elle-même. Elle est dans la vie, elle est dans le changement, dans le bouleversement. Elle n'est pas un périmètre fermé où les choses stables restent et demeurent. Ce n'est pas vrai. Alors je dirais qu'au départ, j'ai été une militante syndicale et que j'ai toujours voulu travailler pour plus de justice. J'ai été mobilisée par des expériences pédagogiques sur mixité en éducation physique. C'est comme ça que je suis arrivée à la question du genre. Je travaille beaucoup sur les injustices et l'inégalité entre les sexes, mais ce n'est pas pour oublier les injustices et les inégalités entre les classes sociales. Et pour moi, les deux sont extrêmement solidaires et finalement, les divisions ne se font pas pareilles selon les milieux sociaux. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui me semble important, c'est que, vous le disiez, c'est une journée importante, une journée exemplaire par cette mobilisation de l'ensemble des partenaires qui œuvrent dans le secteur de l'éducation. Et vous aurez compris que ce n'est pas l'école seule, mais c'est bien l'ensemble d'un projet éducatif pour les enfants et les jeunes aujourd'hui. Attention, ce n'est qu'une étape, on pourra peut-être décliner ce que nous souhaitons faire derrière cette première journée. Mais pour nous, c'est ce temps fort de reconnaissance entre nous, de ce souhait partagé de travailler sur un vrai projet alternatif d'éducation. Moi, ce qui me paraît tout à fait nouveau dans cette réunion, c'est la participation des collectivités territoriales, en particulier des mairies, ce qui est un signe des temps. Ça veut dire qu'on considère maintenant, semble-t-il, que l'éducation est dans un temps, dans un lieu, et qu'il faut que les différents acteurs, pas seulement scolaires, mais éducatifs,
puissent collaborer, sans cacher d'ailleurs leurs contradictions, en mettant honnêtement les différents problèmes sur la table, plutôt que chacun dans son coin suspecte éventuellement l'autre d'occuper le terrain, ou il y ait des prestations un peu narcissiques, ou voire paranoïaques des uns et des autres. Je pense que ça, c'est remarquable qu'une série d'organisations, et ça va se prolonger, j'espère, au niveau précisément local et dans des territoires, bien, se parlent franchement. Et au lieu d'arriver au plus petit dénominateur commun, qui ne fâche personne, peut-être qu'on pourra avoir un projet beaucoup plus ambitieux. Je suis aux Assises de l'éducation, ici à Paris, pour une raison simple, c'est que depuis une dizaine d'années, nous menons à Rennes un travail, presque un combat, pour essayer de rapprocher les familles les plus éloignées de l'école, notamment celles de la grande pauvreté, les rapprocher de l'école pour une meilleure réussite de leurs enfants. Il est évident que le thème qui nous était proposé pour ces assises nous intéressait pour confronter nos expériences avec d'autres. Comme Éric de Barbieux le dit, l'école ne peut pas être un sanctuaire isolé complètement et coupé du monde. Elle doit être ouverte sur la vie, sur les quartiers, sur les associations donc, que ce soit son fonctionnement, les partenariats, mais aussi la culture. La culture scolaire ne peut pas rester fermée sur elle-même. Elle doit nécessairement s'ouvrir à ce qu'est la culture immédiate des élèves. Non pas pour introduire la culture immédiate et la substituer à une culture scolaire, mais pour faire le lien, pour lui donner sens. Nous, on dit qu'il y a, dans notre reformulation, on va dire, ou notre jargon, on dit qu'il y a un petit peu 4 pôles éducateurs aujourd'hui. On disait 3 il y a quelque temps, et je vais expliquer pourquoi 4 maintenant. Il y a effectivement l'école, l'environnement scolaire au sens institué du terme. Il y a évidemment la famille, ça tombe sous le sens. Et puis il y a le pôle, alors tissu associatif, loisirs éducatifs, on dit, globalement. Et puis ce 4e pôle qu'on met de plus en plus, qu'on a appelé médiasphère, qui nous semble absolument, et en tout cas c'est là-dessus qu'on essaie de travailler, d'objectiver les choses, de plus en plus prégnant et interpénétrant avec le rôle des autres éducateurs ou des autres pôles éducateurs. Donc on est un peu dans cette construction, on va dire, multipolaire, où l'on essaye, nous on est intervenant principalement dans le pôle loisirs éducatifs d'une certaine manière, mais en même temps, bien sûr, on a des interrelations avec l'école, avec la famille et aussi, pourquoi pas, avec l'environnement médiatique. Et on essaye de caractériser notre intervention dans le rapport à ces différents pôles, voire d'aider parfois, c'est peut-être présomptueux, mais en tout cas on pense que c'est dans ce sens-là qu'on le fait, chacun des pôles à se définir dans cette approche un peu globale de l'éducation. Autour d'un enfant, tout est important. La vie dans l'école, les locaux, l'hygiène, ça n'est pas quelque chose d'annexe. C'est tout aussi important que ce qui se passe dans la classe. Et ce que nous défendons, c'est non pas en effet d'avoir quoi que ce soit comme rôle pédagogique, mais plutôt d'être dans un travail commun entre les partenaires, puisque les villes sont au cœur de la vie des quartiers, et donc au cœur de la vie associative, au cœur de la vie des familles, au cœur de ce qui se passe dans les quartiers, pour pouvoir ensemble avoir un projet éducatif partagé. Je crois que c'est plutôt ça l'idée que de vouloir que chacun ait les compétences de l'autre. Je pense que le périscolaire et l'extrascolaire ont autant d'importance au niveau de l'éducation, je dis bien de l'éducation, que le scolaire. Parce que on apprend à vivre en groupe, on apprend à vivre socialement, on apprend à vivre d'une manière citoyenne, on apprend ce que faisait l'école autrefois. Et le fait encore, mais on leur demande tant à ces pauvres enseignants que, c'est pas dit péjorativement pauvres, qu'aujourd'hui on ne peut pas tout faire, tout appréhender,
On peut donner des pistes, mais je crois que l'apprentissage sur le terrain, dans l'environnement, profiter des situations concrètes me semble beaucoup plus important, enfin pas beaucoup plus, mais aussi important que l'école qui doit aussi continuer son travail comme il faisait. Si aujourd'hui on a répondu un peu à l'appel de Rennes, donc l'appel des collectivités locales pour ces assises, c'est parce qu'on veut faire entendre notre petite musique, qui est de dire oui, on doit discuter des réformes, oui, on doit discuter des statuts des enseignants, oui, on doit discuter de tout ça, mais si on le discute, c'est avant tout parce qu'il y a de l'échec dans notre système. Et même si je reprends un peu quelques propos, comme Éric Morand et autres, même s'ils sont contestés, que notre système malheureusement crée pas mal d'inégalités et pas mal de discrimination. On voit bien que la question de l'école avec un grand E, mais l'éducation plus exactement, elle traverse toutes les populations. Or, elle traverse des populations qui sont très éloignées des questions de l'école dans leur compréhension de ce qu'est l'école et des enjeux, même si il ne s'agit pas de dire qu'elles ne sont pas au courant, mais très éloignées des modalités, des stratégies, enfin des familles éloignées de ces questions-là, et pourtant présentes, fortement impliquées, mais qui n'ont pas les moyens et les compréhensions nécessaires à cet univers éducatif. Nous, pour ce qui est de ma volonté d'être présente ici, et quel serait le chantier sur lequel on serait le plus pertinent, il me semble, c'est bien le travail auprès des familles, dans les quartiers, dans une présence. Alors même si le mot quartier est peut-être un peu galvaudé aujourd'hui, mais d'être présent dans des quartiers, auprès des familles, pour faire ce travail-là, pourquoi pas, dans un vrai partenariat, je vais le dire comme ça aujourd'hui, avec la Fédération des parents d'élèves et la Fédération des centres sociaux, avec les centres d'animation dans les grandes villes, etc., etc. Je pense que c'est là qu'on aurait notre place aujourd'hui pour être vraiment en proximité, en accompagnement des questions éducatives auprès de ces familles qui ont les plus grandes difficultés. Alors, nous nous sommes naturellement retrouvés dans l'appel de Rennes pour une première raison, c'est-à-dire la volonté de recherche d'une perspective éducative globale. C'est la première volonté affirmée dans l'appel. Nous nous y retrouvons très naturellement. Une deuxième volonté, c'est de prendre appui sur le service public et laïque d'éducation nationale, puisque nous sommes une association complémentaire de l'éducation nationale. Et puis une troisième volonté, pour faire vite, qui a été affirmée, c'est la volonté de prendre appui sur les collectivités territoriales, les villes, les départements, les régions, et qui ont une responsabilité aujourd'hui importante, et de prendre appui sur le réseau des villes éducatrices que nous connaissons bien et avec lequel nous travaillons et nous voulons encore plus travailler. La validation et la valorisation de nouvelles pratiques sociales, de nouveaux champs d'éducation, y compris de nouveaux savoirs portés par un plus grand nombre, va nous amener à travailler autrement. C'est peut-être ça l'enjeu des assises de l'éducation aujourd'hui. Je veux dire enfin que nous devons tous réaliser la force potentielle de nos réflexions et que chacun a la responsabilité de la faire encore grandir, cette force. Merci. Alors, quel est le point vraiment qui vous semble essentiel, soit qu'il ait déjà été abordé mais sur lequel vous entendiez revenir dessus, soit qu'il n'ait pas été abordé, au contraire, et que vous souhaitez mettre l'accent. Nous voulons remettre en cause un certain nombre de choses et je pense qu'on commence à les atteindre et à les construire et à les regarder dans tous les ateliers qui ont eu lieu aujourd'hui. En particulier, par exemple, le fait que si aujourd'hui on défend encore, certains défendent encore l'élitisme républicain comme étant un élément de progression, nous ne voulons pas que l'élitisme républicain, ce soit l'élitisme contre la République.
Je veux dire par là que ce que nous cherchons, c'est la réussite pour tous et pas la réussite simplement de 50% d'une classe d'âge en master. Et que les 50% qui réussiront ne doivent pas se faire sur le dos des 50% autres. Et ça, c'est quelque chose de très important et qui sera très important dans la définition qu'on devra avoir, et c'est la discussion que nous, on a eu aussi, dans les finalités de l'école, et les finalités de l'école publique, mais aussi les finalités d'un service public ou d'institution, quelle que soit la manière dont on le dira, de l'éducation dans notre pays. D'abord, je voulais dire que dans le contexte actuel, qui a pu se mettre en place ce qu'on pourrait qualifier de pire politique éducative qu'on ait pu connaître, qui se traduit par une dégradation sans précédent des services publics, mais notamment des services publics d'éducation, on peut se féliciter d'un tel travail qui réunit aujourd'hui les acteurs du monde de l'éducation, enseignants, parents, chercheurs. Seul un travail en commun peut permettre de construire des alternatives aux choix qui sont actuellement imposés par le gouvernement et faire avancer une autre politique, une politique éducative ambitieuse. Je crois qu'il faut aujourd'hui poser la question du renoncement de l'État à sa mission. Et je crois qu'il faut oser affirmer qu'une ambition pour tous passe par un État qui a investi dans l'éducation. Et je crois que pour faire face aux changements multiples, y compris par rapport à la crise, et les questions d'éducation et formation tout au long de la vie, il faut quand même des arbitrages, des impulsions et une place pour le rôle de l'État. La question est forte aujourd'hui sur ce thème-là. Je voulais moi mettre en avant en particulier la place que veulent obtenir les partenaires sociaux, c'est-à-dire j'ai nommé le patronat et les organisations syndicales confédérées qui, vous le savez certainement, ont signé un accord unanime au mois de janvier sur la formation professionnelle, la sécurisation des parcours, mais aussi les questions d'orientation. Le mélange et le partage des compétences des uns et des autres, une diversité de personnes qui se sont dit que peut-on faire d'un collège aujourd'hui du XXIe siècle. Les méthodes ont changé, les méthodes éducatives, les élèves ont changé, la société a changé, la façon de travailler doit changer, bien entendu, et le collège doit s'adapter. Et puis, dans une grande époque qu'on nous dit de vacuité, que la crise économique et sociale, qui n'est pas qu'économique et sociale, mais qui est une véritable crise de sens pour nos sociétés, révèle la profondeur de cette vacuité, est-ce que nous laisserons la construction du sens, effectivement, au supermarché ou au marketing, ou est-ce que nous nous réemparerons à nouveau de l'éducation aux convictions? Et pour ce qui est de la vie de l'enseignement, nous sommes convaincus dans un cadre laïque, c'est une question déterminante pour que les enfants et les jeunes soient effectivement des personnes de plein droit qui prennent leur place dans la société de la vie. Merci. Donc un salon de l'éducation 2009 de réflexion mais de résistance aussi. Philippe Mériot va terminer avec vous. On va vous demander un exercice difficile, pas de faire la synthèse parce que bon, d'abord vous n'avez pas vous n'avez pas le don d'ubiquité, donc vous n'avez pas pu être partout. Enfin, vous avez entendu un certain nombre de choses, donc peut-être reprendre 2 ou 3 points qui vous semblent essentiels, et puis nous dire comment, avec le groupe d'appui que vous avez constitué, peut-être comment vous allez pouvoir continuer à accompagner ce travail, notamment dans les perspectives de formalisation, d'approfondissement de certaines questions. Peut-être pour commencer, je démarrais en reprenant les propos de Jean-Claude Guilbeault qui a ouvert ses assises ce matin et qui nous disait l'impérieux devoir de retrouver et de transmettre le goût de l'avenir. Mais il nous disait également que la situation que nous vivons n'est pas facile, qu'elle n'est pas simple, qu'elle est même particulièrement préoccupante, à la fois en raison de ce que vient d'évoquer Éric, mais aussi des politiques conjoncturelles qui ont été évoquées tout à l'heure et qui nous mettent en difficulté. Alors plus que jamais, je crois important de pratiquer ce que Gramsci nous avait enseigné il y a déjà quelques années, c'est-à-dire le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Alors conjuguer le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté, au service de quoi? 3 remarques qui ne sont pas conclusives, mais qui au contraire se voudraient d'ouverture. Plus que jamais, nous devons faire ensemble le choix d'éduquer. Nous avons, et c'est heureux, mis en place des institutions démocratiques partout. Il nous reste à faire cette éducation qui permettra que partout se mette en place la délibération collective qui permet de passer de la somme des intérêts individuels à la définition du bien commun. La démocratie a besoin en permanence d'élever le débat au niveau du bien commun. C'est la raison pour laquelle elle a besoin d'éducation. Deuxième piste,
plus que jamais faire le choix de la cohérence. J'ai entendu des débats tout à fait légitimes sur la place de l'école par rapport aux associations qui font du soutien scolaire, etc. Je crois qu'il est essentiel que nous creusions le terme de partenariat et que nous ne nous contentions pas de l'utiliser pour cacher nos difficultés à cohabiter, à coexister. Je crois qu'il est important aussi que nous travaillions à mettre en place de vrais partenariats à la base. Je suis en particulier très agacé, et certains l'ont été, et je l'ai entendu dans les ateliers, par des partenariats qui sont des copulations de mégastructures institutionnelles dont personne ne voit jamais les effets sur le terrain. Alors, soyons clairs avec ce que nous faisons les uns et les autres. Nous sommes dans une période étrange où on scolarise la société tout en déscolarisant l'école. On fait de plus en plus d'écoles en dehors de l'école et de moins en moins d'écoles dans l'école. Alors qu'il faudrait justement faire, me semble-t-il, plus de véritables écoles dans l'école, et que ceux qui, autour de l'école, s'occupent du loisir, s'occupent de l'accompagnement éducatif, s'occupent de choses aussi essentielles que la cantine, dont a parlé mon collègue tout à l'heure, qui sont absolument fondamentales, mais s'occupent aussi des médias, par exemple, que tout cela travaille à savoir ce que ça veut dire pour eux éduquer dans leur champ, alors qu'aujourd'hui, quand quelqu'un se demande ce que ça veut dire pour lui éduquer, il le traduit par « qu'est-ce que je vais exiger de l'école ?» Donc moi je souhaite que tous les partenaires, quand ils prononcent le mot éducation, ne se disent pas « qu'est-ce que je vais exiger de l'école ?» mais se disent « qu'est-ce que moi je peux faire d'éducatif dans mon secteur ?» Plus que jamais faire donc le pari de la cohérence, et je terminerai en disant plus que jamais faire le choix de l'intelligence. Trop d'enfants vivent à l'école l'intelligence sans plaisir et devant la télévision le plaisir sans l'intelligence. L'intelligence sans le plaisir, c'est le formalisme. Le plaisir sans l'intelligence, c'est le repli sur le pulsionnel individuel. Notre société est tout entière construite sur un temps pour le travail assujetti et un temps pour le divertissement abrutissant. Des lieux pour obéir et souffrir, et des lieux pour se défouler et transgresser. L'homme se construit quand il s'est associé l'intelligence et le plaisir, c'est-à-dire quand il s'est donné de l'intelligence qui produit du plaisir, et quand il s'est donné du plaisir en misant sur l'intelligence. Je crois que c'est un véritable enjeu de société, et c'est un enjeu de société que nous avons tous, dans tous les lieux, à manifester et à faire exister. Je crois qu'il est important que, effectivement, nous soyons là, au coude à coude, non pas pour dire où est la vérité, mais parce que chacun a sa place à aider, autant que faire se peut, à y voir clair. Nous donner ensemble du courage pour mieux faire demain ce que nous tentons de faire aujourd'hui n'est pas inutile. C'est ce courage, mesdames et messieurs, que je souhaite que vous emportiez en concluant au nom des organisateurs et en vous remerciant de votre présence.